Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Parti sans laisser d'adresse. Par Lee Child. D'après ce qui se dit, tout tourne autour d'un fichier sur une clé USB, dit Teresa Lee. À peu près, répondit Richard. Tu sais où elle est? À peu près. Où est-elle? Tu finiras par comprendre. Est-ce que tu le sais vraiment? Docherty pense que non. Il pense que tu essaies de bluffer pour te sortir d'affaire. Docherty est manifestement un homme très cynique. Cynique ou lucide? Je sais où elle est, répéta Richard. Alors va la chercher, le défia Lee. Distribution des personnages principaux. Kim Otto. Carlos Gaspar. Charles Cooper. Reggie Smithers. Lamont Finlay. Ed Docherty. Daisy Hawkins. Melissa Black. Marcus Molina. Teresa Lee. Zoé Seltzer. Eugene Cannon. John Sansom. Et Jack Reacher. Chapitre 1. Vendredi 17 juin. Atlanta. Se balançant au rythme du tramway tout en sentant le bourdonnement familier sous ses pieds, Ed Docherty prenait le plane-train bondé à travers l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Il scrutait les visages autour de lui, toujours vigilant. L'habitude d'une vie. La voiture était bondée de voyageurs. Des personnes seules et des petits groupes. Des passagers d'affaires rentrant chez eux. Des familles, des couples, des aventuriers, tous prêtant peu d'attention à leur environnement. Vivant dans leur propre monde, ou concentrés sur leurs appareils électroniques, probablement. Il remarqua un couple se disputant à voix basse. Une mère apaisant son bébé. Un homme en costume tapotant sur son téléphone. En somme, rien de manifestement remarquable ou digne d'attention. Docherty ajusta sa position, alors que le tramway ralentissait. Son corps bougeait au rythme, instinctivement, naturellement. Il s'appuya contre un poteau, les bras croisés. Un jeune enfant tirait la manche de son père, pointant les lumières défilant à l'extérieur. Le père acquiesçait distraitement, le regard voilé par la fatigue. Docherty déplaça son regard vers le panneau électronique, défilant en lumière au-dessus des portes. Il indiquait le nom du prochain arrêt. Il vérifia sa montre. Le temps s'écoulait différemment en transit entre deux endroits. Une voix humaine agréable annonça le prochain terminal sur l'interphone, qui n'était pas son arrêt. Il se dirigeait vers le terminus pour prendre son vol de correspondance vers Tampa. Il se mit de côté pour permettre aux passagers de sortir. Après quelques instants, les portes se refermèrent. Le tramway tressaillit légèrement et reprit sa course. Il sentit la traction, le doux balancement. Il se stabilisa tout en observant les lumières, le béton et les personnes qui s'affairaient autour. Une famille de 4 personnes monta au prochain arrêt. Les enfants bavardaient avec excitation, les parents semblaient harassés mais heureux. Docherty sourit intérieurement, se rappelant les jours comme celui-ci quand ses enfants étaient petits. Des temps plus simples. Avant le divorce. Avant que sa fille ne déménage. Avant que son fils ne meure à la guerre. Il se concentra sur le rythme du voyage. Le tramway, les gens, le mouvement régulier vers l'avant. C'était un bref répit, une pause dans la précipitation de la vie. Son téléphone vibra dans sa poche. Il l'ignora, préférant le calme, la paix momentanée. Il y aurait du temps pour les appels plus tard. Docherty l'aperçut tandis que le tramway virait dans un virage. Une femme. Petite. Cheveux noirs, yeux sombres. Portant un manteau épais, malgré la chaleur étouffante de l'été. Elle semblait anxieuse. Agitée. Il étudia son reflet dans la vitre. L'observa tripoter nerveusement ses manches. Consulter sa montre compulsivement. La sueur perlait sur son front et coulait le long de sa tempe. Un souvenir traversa son esprit. Le métro. New York. Il y a des années. Une affaire sur laquelle il avait travaillé, quand il était dans la police de New York. Avant sa retraite. Une terroriste suicidaire présumée. Une femme similaire portant un manteau différent,
Mais l'énergie nerveuse était la même. Il n'était pas dans la rame de métro, mais il avait regardé les images de vidéosurveillance tant de fois que le souvenir s'était incrusté dans son cerveau. Jack Reacher avait sauvé des vies cette nuit-là. Il avait reconnu la menace, et avait agi. La mauvaise action. Une horreur déchirante avait suivi. L'estomac de Docherty se noua. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Comme avant, quelque chose chez cette femme n'allait pas. Il le sentait instinctivement. Mais était-ce de l'intuition, ou de la paranoïa? Il essaya de chasser ce malaise de déjà-vu. Se dit qu'il tirait des conclusions hâtives. Qu'il surréagissait, à cause d'une vague ressemblance et de souvenirs traumatisants. Cette peur était ridicule, certainement. Mais il n'arrivait pas tout à fait à s'en convaincre. Ne pouvait ignorer l'angoisse qui lui nouait l'estomac. La certitude lancinante que quelque chose n'allait pas. Le tramway oscillait. La femme oscillait avec lui. Marmonna quelque chose. Docherty s'efforça d'entendre par-dessus le cliquetis et le bourdonnement du tramway, et le bruit des autres passagers. Son ouïe n'était pas la meilleure. Il ne pouvait pas distinguer ses mots. Détourne le regard, Ed, se dit-il en silence. Mêle-toi de tes affaires. Il pourrait y avoir une centaine d'explications. Aucune d'elles dangereuse. Sa main se posa néanmoins près de son arme dissimulée. Un réflexe inconscient. Il pouvait sentir le fantôme du manteau du tueur du métro, d'il y a longtemps effleurer ses doigts. L'instinct luttait contre la logique. L'observation contre les préjugés. La mémoire contre le moment présent. Une femme avec le mauvais manteau, un jour d'été. Peut-être que c'est tout ce qu'elle était. Mais après des décennies dans la police de New York et son travail de sécurité privée depuis, son intuition très expérimentée lui disait le contraire. Insistait que quelque chose n'allait pas. Très mal. Hurlait le danger. Tout comme cette autre fois. Le tramway ralentit à nouveau. Son arrêt approchait. Il avait un choix à faire. Et pas beaucoup de temps pour le faire. Docherty gardait les yeux sur la femme, l'observant sans paraître l'observer. Il était doué pour ça. Il remarquait tout, l'archivant dans son catalogue mental d'activités suspectes. Si vous voyez quelque chose, faites quelque chose. Le mantra de chaque New-Yorkais après le 11 septembre. Elle ne pouvait pas rester immobile. Les mains se serrant et se desserrant. Les doigts battant un rythme frénétique contre sa cuisse. Son regard parcourait la voiture du tramway, se posant sur chaque passager, chaque sortie, chaque fenêtre. Évaluant. Planifiant. Elle serrait son sac fermement contre sa poitrine comme un bouclier. Ou un précieux chargement. À en avoir les jointures blanches. Le tissu était tendu. La propre prise de Docherty se resserra sur le poteau. La tension s'enroulait dans ses muscles, prête à déclencher une action. Mais il avait besoin de quelque chose de concret. D'être sûr. Le tramway tangua en ralentissant pour le prochain arrêt. Les passagers oscillèrent. La femme se leva et trébucha. Se rattrapa. Son manteau s'entr'ouvrit pendant une fraction de seconde. C'est alors qu'il les vit. Des fils. Colorés. Emmêlés. Serpentant sous son manteau. Disparaissant dans son sac. Son sang se glaça tandis que son cœur martelait contre ses côtes. Plus de doute. Elle était câblée. Qu'y avait-il dans le sac? L'adrénaline déferla en lui. Le monde se réduisit à cet instant, à cette menace. Tout le reste s'évanouit. Il était en mouvement, avant même de s'en rendre compte. Se frayant un chemin à travers la foule inconsciente. Concentré comme un laser. Les passagers s'écartaient sur son passage. La panique se propagea dans la voiture, quand ils remarquèrent sa démarche déterminée. Mais Docherty ne voyait qu'elle. Tout se cristallisait dans son esprit avec une clarté terrifiante. La bombe. Le détonateur. Les vies en jeu. Il devait l'arrêter. Devait mettre fin à tout ça. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'elle ne transforme le tramway en cercueil de métal hurlant. Il n'y avait pas de temps pour des renforts.
Pour négocier. Pour quoi que ce soit d'autre que l'action. Décisive. Immédiate. Des vies étaient en jeu. Des vies innocentes. Docherty était la seule chose qui se tenait entre elles, et l'oubli. Et il ne les laisserait pas tomber. Pas cette fois. Plus jamais. Il était à 1 mètre d'elle, quand elle leva les yeux. Croisa son regard. Comprit son intention. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main droite plongea dans son sac. Il bondit en avant, la percuta, et son élan les projeta au sol. Il lutta avec elle, essayant de prendre le contrôle. Elle se défendit, se débattant et griffant son visage d'une main tandis que l'autre restait fermement dans le sac. Tenait-elle un détonateur ? Arrêtez de résister, grogna-t-il cherchant une meilleure prise. Pour une femme si petite, elle était étonnamment forte et féroce. Elle siffla quelque chose dans une langue qu'il ne comprenait pas, et le frappa d'un coup de coude à la mâchoire. La tête de Docherty partit en arrière, mais il ne lâcha pas prise. Le chaos éclata autour d'eux. Les passagers criaient et s'éloignaient précipitamment du couple en lutte, trébuchant les uns sur les autres dans leur hâte. Quelques âmes courageuses tentèrent d'intervenir, mais Docherty les écarta d'un geste. « Restez en arrière » cria-t-il. Les passagers se figèrent de stupeur, les yeux écarquillés et la bouche béante. Certains cherchaient maladroitement leur téléphone, filmant la scène d'une main tremblante. Des enfants pleuraient tandis que les parents tentaient d'apaiser leurs craintes. Le tramway ralentit à l'approche du prochain arrêt. La voix enregistrée annonça l'arrivée, et les portes s'ouvrirent. Docherty ignora tout cela, se concentrant uniquement sur la femme qu'il tenait. Il déplaça son poids, utilisant son corps plus grand et plus lourd à son avantage. D'un mouvement exercé, il la plaqua au sol, lui tordant le bras libre derrière le dos. Elle rua et se tordit, mais il tint bon, son genou fermement appuyé contre sa colonne vertébrale. Si elle tenait un détonateur dans sa main, il savait que ces instants pourraient être ses derniers moments sur terre. « Que tout le monde reste calme », cria-t-il par-dessus le tumulte. « La situation est sous contrôle. La police est en route. Donnez-nous juste de l'espace. » Un instant plus tard, une équipe d'agents de sécurité de l'aéroport envahit le tramway, armes dégainées, évaluant la menace. « Par ici », appela Docherty, inclinant le menton vers la femme. Les agents les encerclèrent, formant un périmètre serré. L'un d'eux, un homme costaud à la barbe poivre et sel, s'agenouilla pour menotter la main libre de la femme tandis que Docherty la maintenait au sol. « Je crois qu'elle a une bombe. J'ai trouvé des fils sous son manteau, » dit Docherty à voix basse, le souffle laborieux. Quand l'agent le regarda avec méfiance, il ajouta « Ancien NYPD. Retraité. »« Merci, » dit l'agent adressant à Docherty un signe de respect. « Nous prenons le relais. Si elle a vraiment un dispositif, il pourrait être programmé pour exploser. » Docherty remit la femme sur ses pieds, gardant une prise ferme sur son bras jusqu'à ce que l'agent l'ait sécurisée. Chaque agence de police et équipe de sécurité aéroportuaire du pays avait des protocoles pour de telles situations. L'équipe de sécurité ne perdit pas de temps à les mettre en œuvre. Docherty s'écarta pendant qu'il fouillait minutieusement la femme, vidant ses poches et la palpant avec une efficacité exercée. Des fils, un détonateur et des paquets de substances suspectes tombèrent de son manteau et du sac. Elle ne tenait pas le détonateur, mais il était à portée de main. « Bon sang » souffla l'un des agents les plus jeunes. Ils l'emmenèrent presque en la portant, toujours en train de donner des coups de pied et de hurler en signe de défi. Docherty s'affaissa contre le mur, ses muscles tremblants sous l'effet de l'adrénaline dépensée. C'était passé près. Beaucoup trop près. Il frémit en pensant au carnage qui aurait pu se produire. Aux vies qui auraient été perdues. Mais il l'avait arrêté. Il l'avait arrêté. C'est ce qui comptait. Il n'eut qu'un moment pour reprendre son souffle, avant que la deuxième vague d'intervenants armés n'envahisse la zone. Chapitre 2. Samedi 18 juin. Atlanta. Une nuée de forces de l'ordre a déferlé, ce qui signifiait que l'alerte à la bombe avait grimpé en flèche dans la chaîne des priorités.
Ils ont convergé vers Docherty comme des limiers sur une piste. Ils l'ont conduit dans un coin tranquille, et ont commencé à mitrailler des questions plus vite qu'ils ne pouvaient les assimiler. Comment vous appelez-vous? Ed Docherty. Pièce d'identité? Il sortit son portefeuille pour montrer son permis de conduire, et ses anciennes accréditations du NYPD. L'officier les prit, et les tendit à un second agent qui s'éloigna rapidement pour les vérifier. Que s'est-il passé ici? Demanda le premier officier. Comment avez-vous repéré la suspecte, et qu'est-ce qui vous a fait croire qu'elle transportait un engin explosif? Docherty leur expliqua tout, étape par étape. Le comportement suspect de la femme. Les renflements révélateurs, et les fils qui dépassaient de son manteau. Ce pressentiment instinctif qui lui avait hurlé au danger. J'ai déjà vu ce genre de choses avant, dit-il en secouant la tête. L'énergie nerveuse. Les vêtements. Sa façon de tripoter quelque chose dans son sac. Tous les signes étaient là. Il aurait pu en dire plus. Aurait pu leur parler de la liste de 12 points développée par les Israéliens, il y a des années pour identifier les kamikazes. 11 points si le suspect était une femme. Mais il le savait probablement déjà. Chaque agent des forces de l'ordre sur la planète devrait le savoir. Moins il en dirait maintenant, mieux ce serait s'il voulait sortir d'ici ce soir. La troisième officière, une femme au regard perçant et à l'allure sans fioriture, griffonnait furieusement dans son carnet. Vous avez dit avoir déjà vu cela auparavant, insista-t-elle. Qu'entendiez-vous exactement par là? Docherty hésita, des souvenirs douloureux menaçant de refaire surface. Des cris, de la fumée et du sang. Le goût étouffant des échecs du département. Il les repoussa, serrant la mâchoire. Oui, dit-il finalement. On peut dire ça. 20 ans au NYPD, a travaillé sur l'une des cibles terroristes les plus importantes au monde. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait confiance à mon instinct sur ce coup-là. Les officiers échangèrent des regards lourds de sens, toute une conversation passant entre eux en l'espace d'un coup d'œil. Très bien, monsieur Docherty, dit le premier officier. Nous aurons besoin de prendre une déclaration complète de votre part. Désolé pour le désagrément. Docherty passa une main lasse sur son visage. Il sentait déjà le poids s'installer dans ses os. Les questions, les implications, la piste de miettes de pain d'indice qui menait toujours à plus d'ennuis. Ouais, bien sûr. Je connais la procédure. Résigné à manquer son vol pour Tampa, il suivit l'officière dans une pièce tranquille où il raconta tout à nouveau, cette fois sur vidéo. Des heures plus tard, bien après minuit, Docherty sortit enfin du commissariat de l'aéroport. Déclaration signée, coordonnées laissées, devoir accompli. Pour l'instant. Des affaires comme celle-ci avaient tendance à durer des années. Il serait un vieil homme avant que tout soit terminé. Les bons samaritains n'avaient aucune idée de comment le système pouvait les broyer et les recracher. Docherty savait exactement à quoi s'attendre. Il s'écroula sur le siège conducteur de la voiture de location, et laissa sa tête retomber contre l'appui-tête avec un soupir. Tout ce qu'il voulait, c'était un vol tranquille et une soirée paisible avant ses réunions de demain. Au lieu de cela, il s'était retrouvé en plein cauchemar. Son téléphone émit un gazouillis. Il le sortit maladroitement de sa poche, et plissa les yeux sur l'écran. Teresa Lee, son ancienne partenaire. Il avait prévu de la retrouver pour dîner, mais il était maintenant plus que tard. Il appuya sur le bouton de rappel. Teresa, c'est moi. Je suis désolé, Où es-tu? Le coupa-t-elle, sa voix vive d'inquiétude. J'essaie de t'appeler depuis des heures. Les infos parlent d'un type qui a plaqué une terroriste à l'aéroport. Dis-moi que ce n'était pas toi. Si, tu peux sortir le flic du NYPD mais... Docherty se pinça l'arête du nez. Je vais bien mais c'est une longue histoire. Je suis en route vers l'hôtel maintenant. Je comptais voler jusqu'à Tampa après le dîner, mais j'ai raté ma correspondance. Je reste ici pour la nuit. Prenons le petit déjeuner, demain matin. Je te raconterai tout quand je te verrai. Il y eut une longue pause. Pourquoi faut-il toujours que tu joues les héros, Ed? Tu vas finir par te faire tuer un de ces jours.
Il ricana d'épuisement. Teresa raccrocha, et Docherty jeta son téléphone sur le siège passager. Il prit une profonde inspiration pour calmer le tourbillon dans sa tête. Il démarra la voiture et sortit du parking. Il était tard. La circulation était fluide. Il était distrait, revoyant encore les événements de l'aéroport dans sa tête. Au début, la conduite était facile. Sans incident. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Alors que sa voiture de location approchait de l'hôtel d'affaires, à quelques kilomètres de l'aéroport, le monde de Docherty explosa. Au moment exact où la berline de Docherty s'engageait dans l'intersection au feu vert, un conducteur en sens inverse accéléra pour passer au feu rouge. Docherty ne l'a jamais vu venir. Le car privé à 2 étages percuta le côté de sa berline électrique à pleine vitesse, froissant le métal comme du papier de soie. Le verre se brisa, l'acier hurla, et la berline de Docherty se retourna dans une spirale vertigineuse de chaos. Silence. Immobilité. Et néant. Docherty se réveilla lentement. Sa tête était un bourdonnement confus de douleur et de désorientation. Il cligna des yeux 1 fois, 2 fois, essayant de dissiper le brouillard. Essayant de se souvenir. Après quelques instants, il réalisa qu'il était affalé sur le volant du véhicule démoli. Sa vision était floue et son ouïe étouffée, comme s'il était sous l'eau. Il pouvait goûter le sang dans sa bouche, le sentir couler de son nez et de ses oreilles. Tout lui faisait mal. Avec un grand effort, il tourna la tête cherchant son téléphone. Il avait besoin de son téléphone. Mais il avait disparu, perdu quelque part dans la carcasse tordue. Il entendit des sirènes au loin, se rapprochant. Les secours arrivaient. Il devait juste tenir bon. Ses yeux tombèrent sur les restes fracassés de son téléphone gisant juste hors de portée, l'écran brillant encore faiblement. Le monde commença à s'estomper sur les bords, l'obscurité s'insinuant. Docherty essaya de bouger, de tendre le bras vers le téléphone, mais son corps refusait de coopérer. Tout semblait lourd, distant, déconnecté. Alors que ses yeux se fermaient et que l'engourdissement se propageait, une pensée traversa son esprit. Une dernière prise de conscience avant que le néant ne l'emporte. Un avertissement. Docherty prit une dernière respiration tremblante, tandis que les sirènes atteignaient leur crescendo. Les premiers secours sautèrent de leur véhicule avec leur équipement d'urgence, et se précipitèrent vers sa voiture déformée. Ils travaillèrent frénétiquement pour le sauver, mais sans succès. Chapitre 3. 11 jours plus tard. Mardi 28 juin. Washington, D.C. Le long week-end du 4 juillet se profilait à l'horizon, tandis que l'agent spécial du FBI Kim Otto s'adossait au mur du fond et scrutait la salle. La conférence nationale d'une journée sur la sécurité et les forces de l'ordre, ADC, bourdonnait d'activité. Des centaines d'officiers et d'agents supplémentaires s'étaient rassemblés en prévision des foules attendues pour les célébrations. Elle assistait rarement à ce genre d'événement. Sa formation au FBI était complète et constante, ce qui dépassait généralement ses besoins. Ses présentations avaient toutefois été de premier ordre. L'agent spécial du FBI Reggie Smithers, le nouveau partenaire choisi par Kim, venait de terminer son atelier sur les techniques avancées d'interrogatoire. Il se tenait à l'avant de la salle, répondant aux questions privées des membres de l'auditoire. Il semblait qu'il en aurait encore pour un moment. Quand Smithers aurait terminé, il prendrait la route à la recherche de Jack Reacher. Pour l'instant, elle se glissa hors de la salle de conférence jusqu'à la salle de pause et se servit un café. Elle s'écarta et trouva un autre mur contre lequel s'appuyer tout en surveillant les entrées. Une habitude ancrée, qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Kim remarqua une femme qui s'approchait d'elle. Petite et mince. Cheveux bruns attachés en arrière, et un petit visage ovale. Pas de bijoux. Pas même d'alliance. La quarantaine peut-être. Attirante, détendue, avenante. Elle se tenait comme une flic. Probablement ex-militaire, aussi. Beaucoup d'agents des forces de l'ordre sont bien formés par une autre branche de l'oncle Sam, avant de devenir flics d'une sorte ou d'une autre.
Agent auto? La voix de la femme était ferme, déterminée, confiante. Kim hocha la tête, méfiante. Son badge n'était pas visible. Comment cette femme connaissait-elle son nom? Oui, c'est bien moi. Je suis Teresa Lee, sécurité privée. Elle prononçait Teresa comme ze ou zem. TH Rissa. Peut-être que le nom de famille Lee venait d'un ancien mariage ou était une version Ellis Island de Lee, ou d'un autre nom plus long et plus compliqué. Ou peut-être descendait-elle de Robert E. Je crois comprendre qu'on vous a chargé de combler les lacunes dans les anciens dossiers personnels de Jack Reacher pour les mettre à jour, dit Lee sans préambule. Kim sentit un soupçon de méfiance monter en elle. J'ai beaucoup de dossiers. J'aimerais vous aider avec celui-ci. Le regard de Lee ne vacilla pas. Je dois retrouver Reacher. C'est au sujet de mon ancien partenaire, Ed Docherty. Il a été assassiné. Tout ce que la femme disait faisait monter le niveau d'alerte interne de Kim dans la zone rouge, et maintenait l'aiguille là. Comment savait-elle qui était Kim? Comment connaissait-elle sa mission top secrète? Comment diable pouvait-elle savoir quoi que ce soit sur Jack Reacher? Kim ne dit rien de tout cela. Pas question de discuter de Jack Reacher. Elle ne confirmerait pas non plus les renseignements que Teresa Lee prétendait avoir acquis d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, elle offrit des platitudes. Je suis vraiment désolée pour votre partenaire. J'aimerais vous aider. Mais mon travail est classifié. Je ne peux pas divulguer de détails, ni ajouter des membres non autorisés à mon équipe. Je ne vous demande pas de parler. Je vous demande d'écouter. Lee se pencha légèrement, baissant la voix. La mort de Docherty a été qualifiée d'accident, et l'affaire a été close à peine 1 minute après son décès. Personne n'enquête sur son meurtre. Je lui dois bien ça. Donnez-moi quelques heures, et je peux obtenir toutes les autorisations dont vous avez besoin pour me laisser vous rejoindre. Kim ne dit rien. Elle ne révélait sa couverture que sur la base du besoin de savoir, et ne révélait jamais son objectif réel. Sa mission n'était pas seulement classifiée, elle était officieuse et si profondément sous le radar qu'aucun étranger ne pouvait possiblement l'avoir découverte. Seule une poignée de personnes savaient que Kim traquait Reacher. Peut-être une douzaine d'autres avaient entendu sa couverture officielle. Pourtant, Lee semblait savoir. Ce qui signifiait que Lee était lié à l'une de ces personnes, d'une manière qui rendait Kim nerveuse. Elle devait savoir qui divulguait ces informations hautement classifiées à cette femme. Non qu'elle eût l'intention d'accéder à la demande d'accès de Lee. Pas pour un New York Minute. Le patron de Kim, Charles Cooper, n'autoriserait jamais Teresa Lee à participer à la traque de Reacher. Pour aucune raison. Bon sang, Cooper ne dirait même pas à Kim pourquoi il voulait trouver Reacher et ce qu'il comptait faire de lui après qu'elle l'aurait trouvé. Elle ne demanderait même pas. Elle connaissait déjà sa réponse. Non seulement non, mais absolument pas. Lee tendit un dossier à Kim. Mon partenaire, Ed Docherty, a été renversé par un bus. À quelle fréquence cela arrive-t-il accidentellement à un homme qui vient de neutraliser un kamikaze et a survécu? Je vais vous le dire. Jamais. Pas une seule fois dans l'histoire du monde. Jusqu'à maintenant. Kim ouvrit le dossier, parcourut rapidement les photos macabres de l'accident mortel de Docherty. Elle rendit le dossier à Lee. Pourquoi pensez-vous que tout cela a un rapport avec Reacher? Il y a quelque temps, quand Docherty et moi étions encore détectives au NYPD, Reacher a arrêté un kamikaze présumé dans le métro. Il a traqué les responsables et s'en est occupé, expliqua Lee. J'ai travaillé avec lui. J'ai appris à le connaître assez bien. Ce qui signifie que je sais que Reacher peut faire le travail dont j'ai besoin. Il l'a fait une fois. Il peut le refaire. Quand je le trouverai. Vous pensez que les deux incidents sont liés? La mort de Docherty et l'affaire du métro de New York? Demanda Kim, haussant les sourcils de surprise. Elle n'avait pas entendu parler de l'ancienne affaire du métro, mais si Reacher avait été impliqué, elle devait tout savoir. Lee haussa les épaules. Peu importe que les deux soient liés. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Comment ça? Des terroristes.
Ils ne méritent pas de respirer le même air que nous. Richer comprend ça. De nombreuses ressources des forces de l'ordre et militaires sont consacrées à la défense. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.